Stonehenge est l'un des monuments préhistoriques les plus étudiés au monde. C'est un site emblématique qui aurait des liens avec celui de Carnac en Bretagne. Situés dans le sud de l'Angleterre, ces mystérieux mégalithes ont plus de 4500 ans. Malgré des siècles de recherches intenses, cette structure antique demeure une énigme. Pourquoi a-t-elle été construite? Quelle a été son évolution au fil des millénaires? Quelles forces ont inspiré ses créateurs? Aujourd'hui, les chercheurs s'appuient sur des technologies révolutionnaires dans l'espoir de découvrir les secrets de Stonehenge et de comprendre le rayonnement de ce site sacré dans toute l'Europe. Ses fondateurs étaient des ingénieurs méticuleux. On sent clairement la main de l'homme dans cette construction. Des hommes de foi. Il a dû être offert en sacrifice pour être enterré là. Et des guerriers. Les conflits étaient d'une brutalité inouïe et très fréquents. Les archéologues sont aujourd'hui en mesure de faire des révélations sur Stonehenge et sa civilisation perdue. Depuis 2009, les recherches se sont considérablement intensifiées. Les experts ont déployé une nouvelle stratégie pour décoder les derniers mystères du monument. Ils ont élargi le champ de leurs investigations qui ne se limitent plus au seul mégalithe. Quand on visite Stonehenge, on n'a pas conscience de l'immensité du site. Il faut le survoler pour avoir une idée de sa cohérence globale. C'est le but de notre projet, avoir une vision à grande échelle. On doit s'intéresser à l'ensemble du territoire, mais aussi à son histoire. Le programme archéologique appelé Paysages cachés de Stonehenge est très ambitieux. Il est dirigé par des chercheurs de l'Université de Birmingham et de l'Institut autrichien Ludwig Boltzmann. Les visiteurs ne voient que les grands monuments. Ils ne sont pas conscients que ces milliers d'années de peuplement ont laissé des traces qui restent encore à découvrir. Les techniques de télédétection permettent de cartographier toute la zone pour la première fois. Grâce à leur matériel de pointe, les chercheurs dressent une carte de chacune des structures, parfois invisibles à l'œil nu, de ce site sacré de 10 km². On peut faire des fouilles virtuelles et voir ce qui se cache sous la surface. Avec des machines comme celle-ci, on obtient une image d'une résolution au millimètre près. C'est totalement nouveau. Au total, l'équipe a collecté plus de 20 000 gigaoctets de données pour produire une image numérique complète. Cette entreprise incroyable permettra de connaître l'évolution du paysage au fil des siècles. Pour comprendre Stonehenge, il faut remonter 1000 ans avant sa construction. C'est indispensable si on veut étudier les transformations du site et savoir pourquoi cet emplacement a été choisi. La cartographie fait apparaître un ensemble de monuments cachés.
On a été très étonnés de découvrir ça. On a tout de suite repéré un cromlech et on s'est dit, ça c'est important. Ce programme archéologique a fourni des preuves scientifiques irréfutables qui permettent de faire revivre l'histoire de Stonehenge. Les signes d'activité humaine dans la région remontent à 10 000 ans, au Mésolithique. Le premier monument érigé n'était pas en pierre, mais consistait en 3 poteaux de bois à 250 mètres de l'emplacement actuel de Stonehenge. Depuis sa découverte en 1966, les scientifiques n'ont jamais réussi à en établir l'origine ni la fonction. Mais à un peu plus d'1 kilomètre à l'est des fameux mégalithes, les archéologues ont peut-être trouvé des traces des hommes qui ont planté ces poteaux. Ils espèrent qu'elles pourront expliquer le choix de cette implantation. Grâce à cette fouille, on peut faire une véritable plongée dans le temps. Toute l'histoire moderne est là. Cette strate remonte aux années 60. Ce sont des débris de la construction de la route qui conduit à Stonehenge. En dessous, ce sont des pavés du Moyen-Âge. Ici, de la terre, mais c'est surtout cette partie qui est intéressante. On dirait une couche qui couvre la strate inférieure qui aurait été étalée par l'homme à la préhistoire. Elle repose sur 14 cm d'objets datant du Mésolithique. Il y a des ossements et des outils en silex. Regardez ici. Je crois que c'est une petite lame. Quelles raisons ont poussé des hommes à vivre dans ce lieu aussi longtemps? La découverte d'outils en silex indique que ce campement date de l'âge de pierre. Les hommes vivaient ici au jour le jour de cueillette et de chasse. Ces nomades tuaient leurs proies avec des lances et des flèches munies de pointes de silex. Dix 10 000 ans plus tard, les fouilles apportent des renseignements précieux sur leur mode de vie primitif. Ce n'est qu'un échantillon des découvertes étonnantes qu'on a faites ici. Là, ça ressemble à des outils servant à percer des peaux de bêtes. On en a aussi ramassé de plus gros, comme cette hache magnifique. Et voici le nec plus ultra du Mésolithique, une superbe pointe de silex utilisée pour couper des arbres ou fabriquer des bateaux. Mais c'est pas tout. On doit avoir plus de 700 os d'animaux assez gros. Des vertèbres d'aurochs. 3 fois plus grands qu'une vache. Nous avons au moins 6 aurochs dans notre collection. Ils devaient vivre ici, car ils sont trop imposants pour avoir été transportés. Ces animaux venaient sûrement d'Amesbury ou de Stonehenge. Peut-être que les habitants les ont aperçus et les ont pistés dans l'espoir d'en chasser un. Ce lieu était une clairière au cœur d'une forêt dense. C'est peut-être aussi ce qui les a attirés. Les aurochs sont voraces. Ça peut expliquer l'absence d'arbres.
Ce sont des débroussailleuses naturelles. Le moindre buisson n'avait aucune chance de survivre à l'arrivée d'un grand troupeau. Lorsqu'on s'enfonce dans ce paysage, on débouche sur une sorte d'entonnoir. C'était une cachette parfaite pour les chasseurs-cueilleurs et un bon poste d'observation de ces gros animaux. Les modélisations du terrain mettent en évidence les sites où les hommes ont probablement traqué leur proie. Quand les coteaux devenaient abrupts, les animaux se regroupaient dans la vallée et ils fuyaient. Les chasseurs étaient assez intelligents pour développer des stratégies et se positionner là où le gibier passerait. Ici, c'est le meilleur endroit pour en abattre un. On en est venu à la conclusion que ce paysage, fait d'une suite de monticules et de larges vallées, était très propice à la traque. Mais le chercheur pense que ce terrain n'est pas seulement un bon site de chasse. C'est un lieu extraordinaire. Une vraie machine à remonter le temps. Le paysage n'a presque pas changé depuis le Mésolithique. C'est très rare. Depuis longtemps, certains accordent à Stonehenge un pouvoir mystique. Cette croyance pourrait s'expliquer par un phénomène naturel exceptionnel. Il semblerait que ce site n'ait pas été érigé à des seules fins pratiques. On a remarqué une chose très étrange avec les silex. Par réaction chimique, la pierre devient marron parce que l'eau de la source contient du fer. C'est caractéristique des lieux où il y a des mares ou des rivières. Mais ce qui se passe ici est particulier. Quand on sort de l'eau une pierre comme celle-ci, au bout de 2 ou 3 heures, on observe un phénomène extraordinaire. Elle prend très vite une couleur magenta. Cette réaction s'explique par la forte présence d'une algue rare dans cette source. Les chasseurs-cueilleurs ont dû croire à un miracle. Ça devait sembler magique à l'époque de voir une telle transformation. Au Mésolithique, ils vivaient entourés de vert, de marron, de noir ou de blanc. Alors le fait de voir une couleur si éclatante a été associé à ce lieu. Les gens savaient qu'on ne trouvait ça qu'ici. C'est ainsi que naissent les traditions. Stonehenge n'a pas surgi du néant. C'est une réponse à quelque chose. Les silex roses ainsi que la présence d'animaux
pourrait expliquer pourquoi les chasseurs-cueilleurs ont choisi d'investir ce lieu en plantant des poteaux à proximité de la source. David Jack pense que c'est ce qui a donné au site sa dimension légendaire. Ils ont commencé à se forger des souvenirs. Ceux qui racontaient ce qu'ils voyaient devenaient peut-être des héros. Ces témoignages ont pu être à l'origine de monuments et prendre la forme de structures telles que celle de Stonehenge. Pour les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, cet espace a eu un caractère sacré avant même que le mégalithe circulaire soit érigé. Mais il y a 8200 ans, un événement géologique majeur a eu un impact considérable sur le destin de la région. À la fin de la glaciation, le niveau des eaux est tellement monté que la mer a recouvert un territoire que les géologues appellent Doggerland. La Grande-Bretagne est alors devenue une île. Les chasseurs-cueilleurs se sont retrouvés coupés du continent, mais leur vie a peu changé. Après l'installation des poteaux, aucun autre monument n'a été érigé dans le secteur pendant 2000 ans. Dans un champ situé à près de 2 km au sud de l'alignement circulaire, les sondes ont détecté les contours d'une structure. Cette découverte cruciale pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Stonehenge. On est en train de matérialiser les limites du monument qu'on a vu au scanner. C'est la façade est? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fort de son expérience, le professeur Neuboer pressent la nature de l'agencement. C'est une fosse funéraire commune, recouverte d'un tumulus. Ce type de monument est le second érigé à Stonehenge après les poteaux, 2000 ans plus tôt. « 32 mètres. C'est la dimension classique de ceux que l'on voit sur le continent. Ce sont des constructions immenses. C'est formidable d'en avoir trouvé un ici. Les analyses du terrain montrent que le tumulus était composé de poteaux et de parois en bois appelées palissades. Ces gigantesques sépultures sont la marque d'un changement radical dans le mode de vie. Jusqu'à 7000 ans avant notre ère, les peuples d'Europe se nourrissaient de ce qu'ils parvenaient à chasser et à cueillir. Par la suite, l'Europe a connu une révolution sociale et technique qu'on désigne sous le nom de néolithique. Caractérisée par l'élevage et la sédentarité, cette civilisation s'est lentement étendue vers l'ouest avant de traverser la Manche pour atteindre la Grande-Bretagne environ 4000 ans avant notre ère. Va s'opérer un changement radical, presque irréversible, puisque c'est la perception du monde et la représentation du monde qui va changer. Et c'est ce qui marque le début du néolithique, avec non pas la sédentarité, puisque les populations locales n'étaient pas nomades déjà, probablement, elles étaient déjà en partie sédentarisées, mais le fait de cultiver, d'élever du bétail et donc de produire des surplus pour une redistribution des céréales, par exemple, durant l'année. Outre l'apparition de l'agriculture, le néolithique a marqué le début des premières inhumations dans de vastes tombeaux, comme le révèle le programme archéologique Paysages cachés de Stonehenge.
On a planté tous nos jalons. Ce monument commence à être cohérent. Ici, on préparait les morts pour l'enterrement. Des ossements retrouvés dans les tombes montrent qu'on retirait la peau des morts avant de démanteler leur squelette, puis de le mettre en terre. Ils avaient des rituels mortuaires très particuliers. D'abord, le dépeçage, puis la décapitation. Les têtes ne faisaient pas l'objet des mêmes attentions que le reste du corps. On préparait les os avant de les déposer dans ce grand tombeau destiné à toute la communauté. Les restes d'une cinquantaine de femmes, d'hommes et d'enfants reposaient dans ces immenses caveaux qui étaient scellés. À la fin, ils recouvraient le tout de la terre qu'ils prenaient en creusant les fossés. C'est ainsi qu'ils ont construit ce tumulus, cette maison pour leurs morts. Après avoir cartographié toutes les structures, les chercheurs peuvent reconstituer le visage de Stonehenge il y a 6000 ans. Le premier monument circulaire de la région date à peu près de cette époque. À 4,5 km au nord-ouest, son emplacement est toujours visible. C'est l'un des premiers monuments néolithiques de la région. Il s'agit de 2 fossés circulaires en pointillés, l'un à l'intérieur de l'autre. La finalité de ces édifices fait encore débat. Certains disent que c'était un lieu de rassemblement où l'on venait échanger et un lieu de culte. Mais ces regroupements n'ont pas toujours été pacifiques. Quand on a fouillé ces sites, on a trouvé des vestiges de guerre indiquant de potentielles tensions dans la société. Ces crises se sont intensifiées et Stonehenge a cessé de se développer pendant 300 ans. Cette parenthèse est liée au contexte général de la Grande-Bretagne à l'époque. 70 structures similaires à celles trouvées près de Stonehenge ont été construites à la même période. Leurs emplacements suggèrent une sorte de frontière entre l'ouest et l'est du pays. C'est sur l'un de ces sites à Crickley Hill que les scientifiques ont trouvé des témoignages de la première grande guerre civile britannique. Crickley Hill offre un nouvel éclairage sur le degré de violence en Grande-Bretagne à la préhistoire. C'est la première fois qu'on trouve des traces de guerre communautaire bien plus importantes que celles qu'avait connues la région jusqu'alors. On constate que tout était planifié. Les préparatifs ont probablement duré des mois et les combats ont été enragés. La défense des assiégés était constituée d'hommes, de femmes et d'enfants. Les assaillants étaient plutôt des hommes. À l'époque, les îles britanniques n'avaient pas le monopole des grandes batailles. Des restes de squelettes ont été retrouvés dans de grandes fosses communes partout en Europe, prouvant que d'autres conflits ont éclaté en France, en Allemagne et en Pologne. Il devait y avoir de très fortes tensions. Quand on atteint le point de non-retour, la violence devient telle que chacun veut exterminer son voisin. Ils se volaient leurs ressources, leur territoire, et peut-être même leurs femmes.
Les 400 pointes de flèches en silex retrouvées à Crickley Hill sont riches d'enseignements sur le déroulement du conflit. La disposition de ces flèches montre que les assaillants ont réussi à gagner la bataille. Quand on est à l'intérieur de la mêlée, les combats finissent au corps à corps. Crickley Hill n'est que l'un des nombreux théâtres de telles violences dans le sud de la Grande-Bretagne. Il semblerait que les constructions d'envergure se soient interrompues à cette période. Les crânes retrouvés laissent entrevoir la sauvagerie des combats. Ce sont des restes de personnes qui ont connu des morts violentes. L'impact a été latéral. L'attaque est peut-être même venue de l'arrière, de cette direction. Le coup a été très fort et très sec. Ici, on a une fracture en arrondi. Le choc a été si puissant que le crâne a cédé et des fragments sont rentrés dans le cerveau. La victime est morte sur le coup. Et personne n'était épargné. Voici le crâne d'une femme adulte. Nous pensons qu'au néolithique, les femmes n'étaient pas exclusivement spectatrices. Elles prenaient peut-être activement part au combat. Mais comme il n'y a pas d'uniforme, il est impossible de distinguer les combattants armés des autres. Ici, l'os n'a pas rompu, mais s'est enfoncé, ce qui tend à prouver son élasticité. C'était donc un os assez jeune. Quoi qu'il en soit, cette blessure a été mortelle. Les hostilités ont cessé il y a 5500 ans. À Stonehenge, les guerriers ont cédé la place aux bâtisseurs. Et l'un des monuments les plus spectaculaires et mystérieux de cette période est le Grand Cursus. C'est sans aucun doute le plus grand monument de la région. Il est très difficile à interpréter. Aujourd'hui, on ne distingue plus qu'un talus et un fossé. Alors il faut vraiment s'intéresser aux petits détails de son architecture pour l'appréhender. Le Grand Cursus s'étend sur plus de 2,5 km. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Il a d'abord fallu déboiser un grand espace, puis creuser cet immense fossé et en retirer 20 000 tonnes de craie. Pourquoi avoir déployé autant d'efforts pour la construction d'un si grand monument? Le Grand Cursus est l'une des clés du mystère de Stonehenge. Si on ne cherche pas les liens qui unissent les bâtiments, on ne peut pas comprendre l'ensemble. Les chercheurs du programme sondent le moindre centimètre carré de ce gigantesque ouvrage. Après des semaines consacrées à l'interprétation des données, ils repèrent des interruptions dans son fossé. En étudiant les images, nous avons relevé des détails surprenants, notamment l'existence de plusieurs petites ouvertures dans l'enceinte elle-même. Ce n'était pas creusé en continu. On voit des brèches.
Il y avait des passages pour entrer et sortir. La présence d'accès indique que le grand cursus servait de chemin de procession, par exemple pour prier dans l'espoir de bonnes récoltes. Mais ce n'étaient que les premiers indices. Les sondages ont également révélé 2 grandes cavités à l'intérieur de l'enceinte. Je me trouve au centre de la fosse, située à l'extrémité ouest du grand cursus. Elle mesure près de 5 mètres de diamètre pour 1,5 mètre de profondeur. Il y a la même à l'opposé du terrain. Ce sont des ouvrages humains. La profondeur des trous, la manière dont ils ont été creusés, leur positionnement, de toute évidence, ce sont des structures archéologiques. Quand on modélise la position des 2 fosses et qu'on simule la course du Soleil, un phénomène apparaît clairement. Au solstice d'été, on remarque que la ligne qui relie la fosse Est au point où le Soleil se lève et celle qui relie la fosse Ouest au point où le Soleil se couche se croisent exactement à l'endroit où Stonehenge a été construit 400 ans plus tard. Ce constat accréditerait l'idée que les hommes de l'époque célébraient ce phénomène céleste en ce jour dédié à l'abondance des cultures. La présence de ces trous relie directement Stonehenge au grand cursus qu'on considère parfois comme un chemin de procession lié à la trajectoire du Soleil. On pense qu'ils observaient depuis cet endroit. Ainsi, quand le cursus a été construit, la portée symbolique du site de Stonehenge a été renforcée. Ces avancées sont considérables. Elles signifient que le site de Stonehenge était déjà sacré à l'époque de la construction du grand cursus, soit au moins 4 siècles plus tôt qu'on ne le pensait. Les chercheurs ont fait une autre découverte capitale, un tout nouveau monument, à moins d'1 kilomètre à l'ouest du mégalithe circulaire. Je me trouve à 900 mètres de Stonehenge, sur l'un des 700 monticules du secteur. Celui-ci est connu depuis longtemps et porte le nom d'Amesbury 50. Les techniques de pointe utilisées dans le cadre du programme nous ont donné un nouvel éclairage sur cette butte et les structures qu'elle abrite. C'était captivant de voir les données s'afficher. Au début, on voyait seulement des fosses tout autour du monticule. 1 minute plus tard, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ce cercle, il y avait une série de trous correspondant à des poteaux. Et ça, on ne s'y attendait pas. On a tout de suite repéré un cromlech et on s'est dit: ça, c'est important. Comme souvent, le cromlech consistait en un talus entouré d'un fossé. Mais l'emplacement de celui-ci est exceptionnel. Ce site nous a intéressés en raison de sa proximité avec Stonehenge. Quand on a commencé l'étude, nous pensions que les alentours étaient sous la coupe du mégalithe circulaire qui concentrait l'activité dans le secteur. Pour la première fois, les archéologues ont la preuve que d'autres structures ont existé à des emplacements que l'on pensait trop sacrés pour être construits. Et ces nouveaux sondages ont fait apparaître toujours plus de monuments.
Quand on a étendu la zone de recherche, notre regard s'est affûté et on en a vu de plus en plus. Ils sont tous différents, mais il est maintenant évident que Stonehenge n'était pas le seul édifice de la région. En tout, près de 20 nouvelles constructions ont été découvertes. Tous ces sanctuaires, dans une zone que l'on croyait jusque-là déserte, ont démontré que Stonehenge n'était pas et n'avait jamais été isolé. On sait désormais qu'il n'était pas unique et qu'il y avait une série de monuments similaires. Certains équivalaient peut-être à nos chapelles de campagne, là où les familles se rendent pour des occasions particulières. On voit mieux en quoi consistait l'environnement de Stonehenge à l'époque de sa construction. À l'origine, le site se résumait à un talus entouré d'un fossé circulaire. Ensuite, il a fallu déployer des efforts herculéens pour transporter et mettre en place des blocs de pierre de plus de 40 tonnes. Cette utilisation de la pierre dans les monuments est apparue 5000 ans avant notre ère. Au néolithique, des mégalithes ont été érigés partout sur le continent après l'apparition de l'agriculture. Aujourd'hui, il est possible d'admirer l'un des plus impressionnants vestiges de ce type en Bretagne, à Carnac. Ici, dans l'emplacement des alignements du Mennec, Carmario, Carlescan, nous avons 3000 menhirs qui se succèdent en plusieurs files parallèles. Mais cette partie du site n'est pas la totalité du site. La totalité du site probablement se prolonge sur 6 à 7 km et réunit probablement près de 10 000 monolithes. Le positionnement des mégalithes a fait l'objet d'un choix méticuleux. On voit que l'implantation de ces alignements de pierres dressées suit des règles d'implantation en rapport avec le relief et avec les lignes du mouvement à l'intérieur de ce relief. Le site de Carnac est remarquable par son étendue, mais aussi par la taille gigantesque des pierres. Le poids moyen d'une stèle ici doit varier entre 2 tonnes et 4 tonnes, mais des blocs plus importants comme celui-ci atteignent 20 tonnes. L'archéologue français a étudié les différentes fonctions de ces mégalithes à la préhistoire. Vous pouvez commémorer la tombe d'un ancêtre avec une pierre dressée. Votre capacité à mobiliser de l'énergie, de la quantité de travail pour ériger cette pierre, c'est ça qui va permettre d'acquérir un nouveau statut. C'est le futur des hommes, et là, c'est la forme de protection qui va être accordée à cette pierre, qui va protéger, par exemple, votre champ de céréales en versant de l'huile ou en versant du beurre. Voilà. Ces 3 fonctions de la pierre dressée peuvent bien entendu coexister sur un énorme site comme Carnac. La pierre dressée, la stèle, est un des symptômes qui caractérisent ce changement des populations mésolithiques vers le mode de vie néolithique du 5e et du 4e millénaire. L'expansion de la culture néolithique européenne en Grande-Bretagne s'est accompagnée de l'apparition de plus de 1000 monuments de pierre. Dans la région de Stonehenge, la sépulture de West Kennet, érigée il y a 6000 ans, est l'un des tout premiers exemples de l'utilisation de la pierre à des fins cérémonielles. Sa gigantesque façade reflète des traditions établies en Europe depuis plusieurs siècles. On sait que les bâtiments domestiques à cette époque sont bien entendu en bois, également en argile,
mais pas en pierre. Curieusement, il y a beaucoup de pierres dans la région, mais par contre, cette pierre va être utilisée dans la construction des contextes funéraires, des sépultures, car c'est la durabilité de la pierre, sa permanence qui entre en jeu. Et 7000 ans après, on continue à commenter ces pierres. La structure de West Kennet illustre le rôle prééminent que prend la pierre dans les grands sites dédiés aux rites. Stonehenge en est l'expression la plus aboutie. Véritable prouesse, son édification a commencé environ 2600 ans avant notre ère. Le plus grand mégalithe pèse plus de 40 tonnes. Il est en grès sarcène, une pierre très dense. Or, il n'en existe pas dans les environs immédiats. Il est donc vraisemblable que ces énormes blocs aient été acheminés depuis les collines de Marlborough, à 40 km au nord. À l'époque, des milliers de grosses pierres de sarcène jonchent le paysage de cette région sur plus de 500 km². Les 80 plus imposantes sont choisies pour aller à Stonehenge. Malgré quantité d'hypothèses, le chemin qu'elles ont emprunté est incertain. Mais le professeur Neuboer pense pouvoir l'identifier grâce aux données recueillies. Comment ces pierres sont-elles arrivées à Stonehenge? Ça fait des siècles qu'on se pose la question. Selon une théorie, elles auraient été transportées sur l'Avon, une petite rivière. Les pierres auraient ensuite été traînées jusqu'à leur destination finale. Mais certaines découvertes du programme Paysages cachés de Stonehenge vont à l'encontre de cette hypothèse. Les données topographiques indiquent une vallée sèche sur ce trajet. Autrement dit, un grand creux, difficile à franchir avec ces pierres. C'est donc peu probable. Le professeur Neuboer pense avoir repéré un autre chemin plus vraisemblable, entre le monument circulaire et l'Avon. Il s'est intéressé à deux fossés parallèles qui constituent une structure appelée l'avenue. On sait depuis longtemps que la glaciation a couvert de stries ce type de fossé. Or, les scanners topographiques ont révélé leur présence bien au-delà de l'avenue. Ces marques sont évidentes près du monument circulaire et sont encore plus flagrantes à proximité du Grand Cursus. Elles apparaissent aussi de l'autre côté, alors que les caractéristiques géologiques sont différentes, et elles vont en direction des collines de Marlborough. Le scientifique pense que cette particularité du terrain a fourni un chemin naturel. Il me semble évident qu'ils ont pris l'itinéraire le plus court pour transporter toutes ces pierres depuis la région de Marlborough. Grâce à sa grande connaissance des menhirs de Carnac, Serge Cassan pense que les bâtisseurs de Stonehenge ont pu transporter le grès à la force des bras. Le transport des pierres n'est pas vraiment compliqué. Il y a de bons exemples ethnographiques, il y a également de l'expérimentation archéologique qui montre que des poids de 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes peuvent être déplacés, en règle générale sur des traîneaux qui vont être utilisés pour tracter la pierre doucement à l'aide de leviers. Même par ce chemin direct, on estime qu'il a fallu près de 10 ans pour convoyer toutes les pierres jusqu'à destination.
l'exploit physique donne de la valeur au monument, c'est la précision géométrique de son tracé qui le rend exceptionnel. Comme c'est le cas aujourd'hui pour les grands bâtiments, au néolithique aussi, il y avait un architecte, un maître d'œuvre et un constructeur. On pense souvent que Stonehenge s'est créé spontanément, mais c'est impossible si vous n'avez pas de plan. Il va démontrer que l'agencement de Stonehenge a pu être conçu grâce à des outils d'arpentage élémentaires. Voilà de quelle manière les géomètres ont défini l'emplacement des pierres, avec des cordes et des piquets. La première étape consiste à tracer un cercle de la dimension du périmètre extérieur du monument. Pour orienter Stonehenge, il tire une droite qui passe par le centre, en direction du soleil levant et qui sert d'axe de symétrie. Ils définissent ensuite 5 hexagones dont les pointes marquent l'emplacement des 30 mégalithes extérieurs. Depuis la position de certaines pierres, ils peuvent alors calculer l'implantation des trilithons, ces groupes de mégalithes en forme de fer à cheval. Maintenant, on va déterminer la position des trilithons, au centre de la figure géométrique. Cette expérience démontre que l'édifice a été conçu depuis ses contours extérieurs. Il a fallu d'abord ériger les trilithons, ce qui montre qu'ils ont imaginé la structure dans sa globalité et tracé un plan au sol avant d'apporter les premières pierres. L'élégance d'une telle symétrie est la preuve que les architectes de Stonehenge maîtrisaient la géométrie. 2000 ans avant que les Grecs n'inventent le terme de mathématiques. Aujourd'hui, il ne reste que la moitié des mégalithes de l'enceinte extérieure. En l'absence de données sur les pierres manquantes, certains pensent que le monument n'a jamais été achevé. Mais en 2013, les experts ont accidentellement découvert un indice surprenant. La succession d'un printemps humide et d'une période chaude et sèche a mis à mal la pelouse du site, révélant des traces de pierre aujourd'hui disparues. Les positions des mégalithes 17, 18, 19 et 20 ont été identifiées. Grâce à ces herbes brûlées, on peut affirmer que Stonehenge a bel et bien été achevé. Exposés aux intempéries depuis des siècles, les mégalithes sont désormais ternes et rugueux. Mais il y a 4500 ans, alors que les pierres venaient d'être taillées et positionnées précisément où les architectes l'avaient voulu, les pèlerins ont pu admirer Stonehenge dans toute sa splendeur. Un superbe monument d'un blanc éclatant.
L'imbrication des différents cercles illustre le raffinement du peuple qui l'a érigé. Mais l'histoire de Stonehenge ne s'est pas arrêtée à ces mégalithes de grès sarsen. On y trouve également ce qu'on appelle les pierres bleues. Même si elles semblent moins impressionnantes, des efforts considérables ont été déployés pour les apporter dans la vallée de Salisbury. Leur analyse montre qu'elles proviennent de Presely Hills, au Pays de Galles, à 200 km à l'ouest. Des ossements trouvés près de Stonehenge nous renseignent sur le quotidien d'une famille contemporaine de l'installation des pierres bleues. Ici, on a affaire à un adulte qui devait avoir la trentaine ou une petite quarantaine. À côté de l'homme, il y avait 6 autres personnes, dont des enfants. La ressemblance des crânes suggère qu'il s'agirait d'une même famille. Ces individus ont été enterrés à l'époque où les pierres bleues ont été érigées à Stonehenge. Nous avons passé les dents de 3 adultes au strontium, un alcalino terreux, et nous avons découvert que ces personnes n'étaient pas originaires de la région dans laquelle elles ont été inhumées. Elles sont nées entre 150 et 200 km à l'ouest. Au Pays de Galles, d'où les pierres bleues ont été importées. La coïncidence entre la provenance de ces personnes et des pierres est devenue encore plus fascinante après l'analyse des os. En examinant ce squelette, on constate un traumatisme important à l'os gauche de la hanche. Ces contours ont été endommagés. Si on le compare à un fémur complet, on voit bien la différence. Le choc a dû être très puissant. Cet os est solide et épais. Il a dû subir une force conséquente pour casser de cette manière. De nos jours, ce genre de fracture est typique des motards qui percutent une voiture. Il faut quelque chose d'aussi fort que ça. C'est ce qui provoque une rupture des métaphyses avec des dégâts si importants. Il s'agissait peut-être d'une fracture ouverte. Le plus surprenant, c'est que l'os s'est ressoudé et que cet homme a survécu. D'autres découvertes archéologiques ont montré que les pierres bleues ont été repositionnées plusieurs fois après leur implantation initiale. Pour connaître les raisons de ces déplacements, le programme scientifique doit couvrir tous les monuments du secteur.
Quand on voit Stonehenge depuis le ciel, on se rend compte qu'il est important de considérer tous les monuments et pas seulement la structure circulaire. C'est exactement ce qu'on fait. On les étudie dans leur ensemble afin d'améliorer notre compréhension totale du paysage. Un peu plus au nord, à portée de vue des cercles de pierre, se trouvent plusieurs tombes appelées les sépultures du cursus. Leur construction correspond au chapitre suivant de la vie de Stonehenge, l'arrivée de la culture campaniforme. De nouvelles idées et croyances religieuses, beaucoup plus centrées sur l'homme qu'auparavant, accompagnées d'un développement de l'artisanat. Ce sont des poteries en argile qui ont inspiré le nom de cette période de la préhistoire, car campanule signifie petite cloche. On les a retrouvées dans des tombes. Elles sont finement ouvragées et gravées de ces bandes horizontales. La présence de tels objets provenant d'autres régions d'Europe montre qu'on venait de loin pour visiter Stonehenge. Les hommes sont enterrés avec des armes et nous avons ici des objets typiquement masculins. Ce squelette a été appelé l'archer à cause de cette magnifique pointe de flèche en silex qui reposait à ses côtés. La hampe et la plume se sont décomposées, tout comme l'arc, la corde et peut-être même le carquois dans lequel l'archer rangeait ses flèches. Juste à côté du silex, il y avait l'équipement élémentaire de l'archer, c'est-à-dire ceci. Un protège-poignet qui devait s'attacher grâce à des lanières de cuir. Il a été retrouvé posé contre le bras de l'archer. Le plus extraordinaire, c'est qu'il est en jadéite, une pierre qui n'existe pas en Grande-Bretagne. Il vient probablement d'Espagne. Le fait qu'il ait été confié à cet homme dans sa tombe montre combien il était en bons termes avec sa communauté et qu'il s'agissait de quelqu'un d'important. Il était rare d'être enterré avec des objets aussi précieux. En observant tous ces vestiges, on voit que les hommes et les idées ont traversé l'Europe et gagné la Grande-Bretagne. C'est flagrant dans la décoration des poteries et dans l'origine de ces matériaux qui ont été apportés de très loin à Stonehenge. C'était un endroit prestigieux qui attirait des personnalités importantes. Karnak a eu beaucoup d'influence sur le développement de la Grande-Bretagne à la préhistoire. Le phénomène karnakois était à ce point important que l'on peut mesurer aujourd'hui son effet en retour du côté de la Suisse, par exemple, du côté de l'Espagne. Vers les îles britanniques, on le perçoit à travers les haches polies en jade, qui ont été donc importées ici en Morbihan, qui ont été transformées et qui reproduisent de nouvelles normes qui vont être exportées ou redésirées par d'autres populations, dont les populations des îles britanniques. On sent aujourd'hui qu'il y a une composante de la néolithisation des îles britanniques qui vient probablement du Morbihan. La civilisation campaniforme a également laissé son empreinte dans la région avec la construction de la fameuse avenue, cette voie processionnelle longue de 2,5 km. On pense que les deux tranchées parallèles servaient à guider les pèlerins vers le monument circulaire. En sondant une parcelle proche de l'avenue, les archéologues ont trouvé les traces d'une structure en bois d'1 kilomètre de long, conçue pour faciliter le déplacement des visiteurs. Peu de scientifiques avaient connaissance de cette grande barrière, car on ne la voit pas au niveau du sol.
Elle part de l'ouest de Stonehenge et tourne le long de l'avenue en direction d'un des fossés du Grand Cursus. Les fouilles ont prouvé que cette clôture avait été dressée après l'édification de Stonehenge, avec des poteaux parfois hauts de 7 mètres. Les modélisations montrent bien qu'elle divise le territoire en deux. C'est effectivement une palissade qui va d'est en ouest et scinde le paysage. Mais elle aurait aussi pu servir à cacher les cérémonies tenues dans le cercle de pierre. Et à en croire les conclusions tirées de l'observation de ce squelette, il y avait de bonnes raisons de dissimuler ce qui s'y passait. C'est un beau squelette, en bon état. Il a été enterré dans un fossé de Stonehenge, ce qui est très rare. Tout était codifié et ritualisé, c'est donc très surprenant. On croit souvent que dans les époques reculées, tout le monde était petit et que les hommes étaient des brutes. Cet homme avait une bonne vingtaine d'années quand il est mort. Mais je n'affirmerai pas qu'il a subi des brutalités. Il était plutôt robuste et musclé et mesurait un bon 1,70 m. Il a reçu plusieurs impacts de flèches. On remarque différentes blessures sur le thorax qui montrent la trajectoire des projectiles. En observant le sternum et en approchant la pointe de la flèche, on voit qu'elle est entrée dans son dos en biais et a enfoncé le bas de l'os. L'angle de l'impact indique que la victime était isolée et que les flèches ont été tirées à bout portant. De plus, il y a des blessures sur ses côtes droites. Ici, on voit 2 petites marques, une ici et une autre là, un peu abîmée. Les analyses médico-légales montrent qu'il n'a pas été tué dans un accident de chasse ou au cours d'une bataille. Et l'emplacement de sa tombe exclut la possibilité qu'on l'ait exécuté comme un criminel. La pointe de la flèche a traversé ses côtes et n'est pas ressortie car elle est restée prisonnière des chairs. Pareil de l'autre côté. Quand on observe ces 2 côtes gauches, la 10e et la 11e, là encore, une flèche est passée entre les 2 et en a touché une. Nous sommes certains que l'une de ces 3 flèches a tué le jeune homme. Le crime ne fait aucun doute. Qu'il ait été enterré ici avec de telles blessures nous fait dire que cet homme a été victime d'un sacrifice. Il a peut-être payé pour avoir pénétré une zone interdite. Ou alors, il s'est porté volontaire pour apaiser les dieux. Comme aucun autre cas comparable n'a été identifié à Stonehenge, on ne pourra peut-être jamais déterminer les raisons exactes de sa mort.
Les tombes campaniformes sont si bien préservées qu'elles nous offrent une vision précise de la rudesse de la vie à l'époque. Au-delà des témoignages de rituels sanglants, elles apportent des preuves de l'apparition de technologies révolutionnaires. Les plus anciens objets métalliques trouvés en Grande-Bretagne proviennent des tombes campaniformes. Ça, c'est un poignard en cuivre. Quand il était neuf, il devait briller de 1000 feux. Ce n'est pas le genre d'outil qui sert à couper de la nourriture ou à se battre contre ses voisins. C'est un poignard cérémonial qui doit venir d'Europe centrale. Des savants et des maîtres artisans sont venus en Grande-Bretagne et ont partagé leur savoir-faire avec les habitants. Leur culture a évolué. Ça a été le début de l'utilisation du métal. Peu de temps après l'introduction du cuivre, les forgerons britanniques se sont appropriés les secrets de la fabrication du bronze, un alliage bien plus complexe. Avec la découverte de grands gisements de cuivre dans le sud-ouest de l'Angleterre, mais aussi d'étain encore plus rares, ces métallurgistes ont excellé dans le travail du bronze. Les outils et les armes étaient plus durs et plus résistants que tous ceux qui avaient précédé, en cuivre ou en silex. Quand la Grande-Bretagne est entrée dans l'âge du bronze, Stonehenge avait 400 ans. C'était déjà un vieux monument. Mais comme le montre la multiplication de sépultures alentour, il rayonnait plus que jamais. Chacun de ces points lumineux marque l'emplacement d'un tombeau de cette époque. Lors de leur construction, beaucoup étaient blancs pour ressortir dans le paysage. Les objets retrouvés dans ces tombes, comme des poignards de style breton, nous apprennent que les hommes de Stonehenge étaient en contact avec le reste du monde. Mais ces liens n'étaient pas à sens unique. Pour la première fois, la Grande-Bretagne a commencé à exporter des biens. À Stonehenge, beaucoup de matières premières venaient de loin, même de l'étranger. On a trouvé de l'ambre de la Baltique, des haches espagnoles ou encore de l'or irlandais. A contrario, des colliers en étain de Cornouailles ont été découverts en Hollande. Le commerce international a connu un développement considérable à l'âge de bronze. Pour mieux comprendre comment ces échanges ont été techniquement possibles, le professeur Van den Noort et une équipe de bénévoles ont construit la première réplique à taille réelle d'un bateau de l'époque. Faite d'un assemblage de planches, ces embarcations novatrices se sont alors développées en Europe du Nord. Le scientifique est parti de fragments de bateaux préhistoriques retrouvés en Grande-Bretagne. La plus grande difficulté, construire la coque sans clous ni colle. Pour y parvenir, ils ont utilisé des lanières en bois d'if ou de l'osier pour fixer les planches à l'armature. Et pour savoir si ces embarcations étaient capables de transporter une lourde charge, Robert Van den Noort et son équipe ont mis leur prototype à l'eau. Ces bateaux de 16 mètres avaient la plus grande capacité jamais atteinte jusqu'alors. Cette réplique peut supporter une charge de 7 tonnes.
On mesure la vitesse à l'aide d'un GPS. On va à 2 nœuds et demi en vitesse de croisière et en poussant un peu, on atteint 3 à 3 nœuds et demi. À cette cadence, les bateaux pouvaient relier l'Angleterre à la France en moins d'une journée. Dès que les Britanniques ont su rallier le continent, les voies commerciales se sont multipliées le long des côtes. Puis en remontant les fleuves et les rivières, de nouveaux réseaux se sont tissés jusqu'au cœur de l'Europe. Le professeur Van de Noort a longuement étudié le commerce sous la préhistoire, et notamment le cas de la Grande-Bretagne. C'est l'étain qui a permis à la Grande-Bretagne de trouver sa place dans les relations commerciales. C'est un métal rare, indispensable pour fabriquer des objets en bronze. Je crois que c'est ça qui a été le petit plus de la Grande-Bretagne en Europe. Et la plaque tournante de ce commerce était Stonehenge. Beaucoup d'archéologues s'accordent à dire que Stonehenge était un carrefour, un lieu de pouvoir. Si vous étiez en Allemagne et que vous vouliez de l'or et de l'étain de Cornouailles, il fallait faire appel à des personnes qui reposent peut-être à Stonehenge. Les emplacements de plus en plus ostentatoires des sépultures montrent qu'à la fin de l'âge du bronze, Stonehenge était devenu un lieu incontournable pour les puissants qui voulaient afficher leur statut. Seules les tombes de la haute société étaient opulentes. L'incroyable quantité d'or enterré avec les morts évoque une civilisation qui mettait un point d'honneur à afficher ses richesses. Ce magnifique objet a été découvert dans le tumulus de Bush Barrow en 1808. Cette sépulture est à moins d'1 kilomètre de Stonehenge et elle est dans l'alignement de la zone la plus sacrée du monument. Il a été fabriqué vers 1950 avant Jésus-Christ et on l'appelle le losange d'or. Il est en or presque massif. Il est entièrement gravé de motifs géométriques, de lignes parallèles ou de lignes brisées. Sa facture est parfaite. La finesse de l'ouvrage et la quantité d'or de ce losange indiquent que cette personne occupait un rang élevé. C'était peut-être un chef ou un grand prêtre. On pense qu'il ornait la poitrine de son propriétaire pour tenir un vêtement, ou alors en guise de pendentif, comme un insigne. Mais l'objet le plus impressionnant retrouvé dans la tombe de Bush Barrow est dans cette petite capsule. Ce sont quelques-uns des 140 000 clous décoratifs en or qui ornaient le manche d'un poignard en bronze, également présent dans la tombe. Seul un microscope très puissant nous permet d'observer la complexité de ces petits clous. L'artiste Willard Wigan MB est l'un des mieux placés pour savoir combien le travail de ces objets en or a été minutieux. Il est microsculpteur et pour lui, plus une œuvre est petite, plus elle est réussie. Chacune de ses créations tient à l'intérieur du chat d'une aiguille ou sur une tête d'épingle. Il m'arrive de mettre 2 mois pour achever une pièce. Parfois, ça se passe mal. Je perds des morceaux. Une partie se plie et la pièce est catapultée. Et c'est un mois de travail qui disparaît. À la lumière de son expérience, l'artiste devine comment l'or était travaillé à Stonehenge. Je dirais qu'il y a 2 fils d'or entrelacés puis roulés.
En regardant ici, on voit comment ils se croisent et aussi qu'ils ont été aplatis. Je ne crois pas qu'un adulte ait pu faire ça, parce que notre vue se dégrade très tôt, même à 21 ans. C'est sûrement l'œuvre d'enfants. Le sculpteur pense qu'il est difficile de réaliser un clou aussi petit, même avec les technologies d'aujourd'hui. Ils ont dû trouver une méthode pour couper l'or afin que des lanières très fines se détachent, peut-être à l'aide d'un silex, pour faire des fils. Chaque mouvement doit être délicat. Là, je les enroule l'un autour de l'autre. Quand je sens que les fils vont craquer, j'arrête et je coupe de chaque côté. Ensuite, je presse un peu les extrémités pour façonner une tête. À l'époque, il n'y avait pas tous ces microscopes. C'est un travail phénoménal. C'est autour de Stonehenge qu'on a retrouvé la plus grande concentration d'objets préhistoriques du précieux métal de toute la Grande-Bretagne. Cette période a été à proprement parler l'âge d'or de Stonehenge et a duré 200 ans. Mais un jour, pour une raison qu'on ignore encore, le monument circulaire a perdu son pouvoir mystique sur les hommes. Des images prises depuis un champ à l'est de la construction révèlent des éléments datant d'une période où ce territoire n'était déjà plus sacré. C'est un lieu incroyable. Il suffit que je m'y promène avec mon magnétomètre pour voir apparaître de grands fossés ou de très longues tranchées et beaucoup de trous dont la taille fait penser à des poteaux. D'après les formes et les emplacements de ces creux, le professeur sait immédiatement qu'il s'agit d'empreintes de bâtiments. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « Wow, on a enfin le village qu'on cherche depuis le début ». Il y avait tellement de zones sans la moindre trace d'implantation que ça faisait plaisir de trouver ça ici, dans ce grand champ. Pendant des millénaires, personne n'a été autorisé à vivre sur les terres sacrées de Stonehenge. Seuls les morts pouvaient y reposer, dans leurs tombes. Puis la vie profane a gagné du terrain. Aux alentours de 1500 avant notre ère, aucun monument n'a été construit et toute la zone est devenue agricole. Stonehenge a alors plus de 1000 ans. Pour les hommes de l'époque, le monument circulaire n'a guère plus de signification qu'il n'en a pour nous aujourd'hui. Ces pierres sont un rappel énigmatique d'une civilisation perdue. Le programme Paysages cachés a permis aux archéologues de faire des découvertes capitales qui ont bouleversé notre compréhension de Stonehenge. Par rapport aux travaux des autres, je pense qu'on peut se vanter d'avoir dressé la carte la plus complète de la région. On réinvente Stonehenge pour la nouvelle génération. Les archéologues ont réécrit 10 000 ans d'histoire du site sacré, centimètre carré par centimètre carré. Depuis ses origines, quand il n'était qu'un terrain de chasse planté d'arbres, jusqu'à son apogée en tant que haut lieu de culte. Maintenant qu'on a balayé ce paysage emblématique, on peut tout replacer dans son contexte spatial, mais aussi temporel.
La technologie du XXIe siècle a offert au monde un aperçu révolutionnaire de Stonehenge, depuis sa conception jusqu'à sa construction, sans oublier ses fonctions. Ces découvertes ont aussi démontré que ce monument était au cœur d'une culture dynamique, qui a connu un développement rapide. Stonehenge n'est pas une merveille isolée, mais plutôt le centre névralgique des nécropoles du sud de la Grande-Bretagne. Le site exerce la même fascination sur ses visiteurs et reste une prouesse architecturale dont le pouvoir mystique nous captive toujours.